à remercier la Société marocaine de chirurgie, son président, M. Belkouchi, et mon ami, M. Sergi, de m'avoir fait l'honneur de participer à ce congrès dans cette ville magnifique, si bien décrite par M. Belkouchi. Donc, chers amis, chers collègues, on me demande de parler de ce qu'est la faute professionnelle en chirurgie. Alors, ce sujet est à la fois aussi vieux que l'histoire de la chirurgie et toujours neuf, tant les évolutions récentes de nos sociétés l'ont placé au centre de l'actualité. Pour parler du contrat médical et des obligations du chirurgien, et après en avoir discuté avec M. Sergi, j'ai pensé qu'il serait utile de faire l'historique de la responsabilité médicale en France, sans entrer dans l'histoire des civilisations qui nous ont précédés, sans trop évoquer le Code d'Hammurabi, 2500 avant Jésus-Christ. On a une stèle qui explique que si le chirurgien a fait perdre l'œil du malade aristocrate, il sera condamné à avoir sa main coupée, mais si le patient n'est pas aristocrate, mais un esclave, il sera simplement amené à redonner un autre esclave. Je ne parlerai pas non plus de la loi du talion et des civilisations amérindiennes qui ont donné aux bêtes sauvages les corps de certains chirurgiens qui avaient très mal agi. On va rentrer directement dans l'histoire de France. Et que je vais commencer non pas au Moyen-Âge, mais je vais commencer au XVIe siècle, avec Ambroise Paré, père de la chirurgie moderne, celui qui le premier a fait la ligature des artères sur les champs de bataille, et à qui on le félicitait d'avoir guéri un malade, et il a dit « Je le pensais, Dieu le guérit ». C'est cette phrase qui fait écho à ce qui est dit dans le Talmud sur la géhenne qui attend devant les pieds du médecin. Le meilleur fut-il s'il croit que c'est lui qui a guéri son malade, car la guérison n'appartient qu'à Dieu. Voilà l'ambiance. Le médecin est responsable devant sa conscience et devant Dieu pendant toute une période, pendant une très longue période. Au XVIIe siècle, le médecin n'est toujours pas responsable devant les hommes, mais il commence à avoir une image un peu floue. Et dans ses comédies, Molière, dans le Malade imaginaire, dans Le médecin malgré lui, dit « Si la maladie ne vous tue pas, le médecin vous tuera ». Et Racine, à la même époque, écrit Les Plaideurs pour dire que déjà en France, il y a un nombre infini de procès, mais pas encore contre les médecins. La pensée logique s'organise au XVIIIe siècle avec Montesquieu qui plaide pour la séparation des pouvoirs, et nous verrons qu'on parlera du pouvoir judiciaire et du pouvoir médical aussi, et de Rousseau qui écrit le contrat social. Quand arrive la Révolution et la chute de l'Ancien Régime, on réfléchit à un code civil qui est d'ailleurs confié, dont la rédaction est confiée à Cambacérès. Cambacérès qui était avocat, juge à la Cour des comptes, il avait hérité de cette charge de son père et il avait fait l'essentiel de son travail lorsqu'il y a eu le coup d'État du 18 Brumaire, et donc c'est Bonaparte qui lui a demandé de poursuivre son travail, et c'est en 1804 qu'il y a eu en France la promulgation du Code civil, qui est le fondement de ce qui va nous arriver jusqu'à aujourd'hui, puisque ce Code civil, dans son article 1382, dit « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par qui la faute est arrivée à réparer le dommage. » Et en 1804, même chose, naissance de la Cour de cassation. Parallèlement, il y a eu la Restauration, les Bourbons sont revenus et Louis XVIII a créé, en 1820, l'Académie royale de médecine, donc un corps d'experts. Donc, voilà que tout est prêt pour les temps modernes. Il y a
un code civil parfaitement clair et il y a un corps d'experts parfaitement clair. Surviennent alors une série d'affaires tout à fait extraordinaires et si j'ai quelques minutes, je vous en parle un petit peu, c'est ce qui a créé l'histoire du procès médical en France. 1832, c'est l'histoire la plus terrible, l'affaire Foucault-Hélier. Elle a été magistralement racontée par le professeur Claude Sureau, patron de la maternité Baudelog à Paris, pionnier de la surveillance électronique fœtale, dans un ouvrage récent intitulé « Fallait-il tuer l'enfant Foucault ?» Ça se passe à Flers-de-l'Orne, en Basse-Normandie. Vivent Pierre et Marie-Anne Foucault, il est boulanger du village, ils ont 5 enfants, elle est enceinte du 6e, elle s'apprête à accoucher, assistée de Madame Juste Duchesnay, sage-femme âgée de 72 ans. Il s'agit d'une présentation par l'épaule. Une manœuvre externe de pression sur un utérus mou eût pu verticaliser le bébé, sinon le mettre en siège. Au lieu de quoi, la sage-femme pratique un toucher vaginal, titille l'utérus, entraîne la rupture des membranes avec écoulement du liquide, l'utérus se moule autour du fœtus qu'on ne peut plus verticaliser, la patiente hurle de douleur, le risque infectieux est majeur, la sage-femme fait appeler le docteur Frédéric Hélier, médecin de bonne réputation, un rien condescendant, ayant à son actif des dizaines d'accouchements et qui arrive à cheval, botte aux pieds, à Flers-de-l'Orne. Le travail a commencé depuis 32 heures quand il arrive. Pour ce praticien, 32 heures de travail, rupture de la poche des os, pour lui, à l'époque, c'est un fœtus mort. L'auscultation fœtale n'existait pas. Pour lui, seuls les mouvements fœtaux pouvaient être visualisés. Il n'y avait pas de mouvements fœtaux, donc pour lui, il a un fœtus mort. Et il a donc dans son esprit l'obligation de sauver la mère, qui naturellement va périr rapidement de phénomènes infectieux. Après avoir sérieusement engueulé la sage-femme, il se met du saindoux et de la graisse dans les mains, il tente une manœuvre interne, il essaie d'attraper un pied, il prend la main, la sort du vagin, il est dans une impasse totale. Je rappelle que pour lui, le fœtus est mort. D'un coup de scalpel, il désarticule l'épaule. Il demande un couteau, il désarticule l'épaule. L'enfant reste bloqué. Il répète la manœuvre, il retire la deuxième main, ampute le deuxième membre au coude, refoule le moignon, atteint un pied, retourne l'enfant, l'extrait mort et le dépose au sol. Et soudain retentit un cri. L'enfant est vivant. On se précipite à l'église pour l'ondoyer, lui donner le baptême afin que son âme soit sauvée. Puis on le pense, l'enfant est baptisé Victor Foucault. Le médecin rentre chez lui à cheval, persuadé d'avoir sauvé la mère et l'enfant. Le déchaînement populaire est effroyable. Le médecin est considéré comme un mutilateur, un massacreur, inconscient, incompétent. Il y a eu devant le tribunal un procès qui a duré 7 ans, avec 7 audiences, et 3 autres après, plus tard. Sur le conseil du garde des Sceaux, le tribunal a désigné comme expert l'Académie royale de médecine tout entière. Elle a siégé plusieurs fois. La première fois, il y a eu un rapport qui ne devait pas être publié puisqu'il y avait une deuxième session prévue. Ce rapport évoquait une faute. Ce rapport a été publié, on ne sait pas pourquoi, dans un bulletin d'hygiène. Et donc il a été à la connaissance du public. La deuxième session était présidée par l'illustre Dupuytren. Dupuytren a dit que monsieur le docteur Hélier avait sauvé la femme, qui sans son action serait décédée.
Et ça a duré pendant très longtemps, et c'est pour la première fois qu'en France s'est développé un conflit entre deux pouvoirs naissants, le pouvoir judiciaire et le pouvoir local. J'ai beaucoup insisté parce que cette affaire porte en germe toute la suite. Au bout de plusieurs années, voici ce qu'a été le jugement. Étant donné que l'enfant, qui, je vous le rappelle, a vécu 6 ans, et puis il est mort, on ne sait pas pourquoi. Il a vécu 6 ans, cet enfant. Le jugement a été donné du vivant de l'enfant. Étant donné que cet enfant ne dispose pas de la fortune de parents, étant donné qu'il ne peut survenir à ses besoins par son travail, étant donné cependant que le docteur Elie n'est pas possesseur d'une grande fortune, on condamne le docteur à payer une rente viagère et alimentaire de 100 francs par an jusqu'à l'âge de 10 ans à l'enfant, puis de 200 francs par an pendant toute la vie de l'enfant. Eh bien, l'enfant étant toujours vivant, l'enquête n'est pas terminée, le docteur Elie a disparu. Et on pense qu'il a pris un bateau pour les Amériques, incognito. Voilà comment finit cette affaire atroce, extraordinaire. 3 ans après, c'est l'arrêt Gugne-Touré qui décide qu'un médecin peut être responsable sur le fondement de l'article précité du Code civil des fautes commises. Il s'agit cette fois d'une section de l'artère humérale au décours d'une saignée et qui entraîne l'amputation du bras. Condamnation par le tribunal d'Évreux, confirmée en appel et en cassation, car les faits reprochés sortent du doute et des discussions scientifiques et sont compliqués de négligence, de légèreté ou d'ignorance des choses que l'on devrait savoir et donc des responsabilités du droit commun. Les choses se confirment sous le Deuxième Empire avec affirmation de la responsabilité médicale dans l'affaire Boulanger en 1861. C'est un garçon de 13 ans qui se fracture l'avant-bras et un officier de santé, ça existait à l'époque, c'était des médecins à responsabilité et surtout, à compétence réduite, lui a appliqué un appareil pour réduire la fracture et à la suite de cette intervention, les doigts et la main tout entière se sont gangrénés et il a fallu amputer au bout de 135 jours. Les parents ont engagé une action en justice pour faire nommer des experts chirurgiens et le tribunal civil de Rouen et la cour d'appel ont retenu que la gangrène était consécutive à une constriction trop forte et trop prolongée de l'appareil dont l'officier de santé n'avait pas tenu compte. La chambre des requêtes a rejeté le pourvoi et on dit que l'acte a été contraire aux règles de l'art et de la science. Et donc, voilà l'imputabilité des fautes et la nécessité de réparer le dommage. Au passage, ces 3 affaires ont toutes eu lieu en Normandie, là où Racine avait situé l'action de sa pièce « Les plaideurs ». Il y avait en Normandie une tradition particulière de procédure. À la suite de ces affaires est née en 1887 une association destinée à assurer la défense des médecins, moyennant une cotisation qui devait être de 1 sou par jour. Le médecin, pour être assuré une année, devait au bout de l'année avoir payé 365 sous. Était né le sous médical qui a été la première assurance professionnelle en France. Vous avez vu, et je rejoins la communication de mon confrère, on était là dans le domaine délictuel pendant près d'un siècle. Les procès aux médecins étaient relativement rares, mais les médecins avaient perdu l'immunité dont ils avaient bénéficié.
Un siècle s'écoule et nous arrivons à l'arrêt Tessier en 1930. Monsieur Tessier, conducteur d'automobile, est victime d'un accident de la circulation. Il est transporté à l'hôpital Saint-André à Bordeaux. Beaucoup de fractures du membre supérieur, double fracture de l'humérus, radius, cubitus. La fracture du bras a été réduite, mais celle de l'avant-bras ne pouvant pas l'être correctement. Le chirurgien, qui avait le choix entre un traitement orthopédique avec appareil plâtré et une ostéosynthèse, décide de faire une ostéosynthèse. On est en 1930. Agit un forte fièvre, phlegmon gangréneux en quelques jours, vive souffrance, phénomène infectieux grave et en urgence, amputation de l'avant-bras. Il engage devant le tribunal civil de Bordeaux une action en responsabilité. Il demande 300 000 francs, mais il reproche au chirurgien d'avoir procédé à une intervention inopportune. Mais ce qu'il y a d'absolument extraordinaire dans ce procès, c'est qu'il dit que cette opération a eu lieu afin de fournir la matière d'une greffe à une tierce personne. Dans quelle mythologie on était, quel avocat l'a conseillé, on lui demandait. C'est presque aujourd'hui ce qu'on appelle les trafics d'organes. Enfin, il y a un procès dans des conditions absolument stupéfiantes. Je vais faire vite, tout ça a été naturellement rejeté, mais on a dit que, bien que la majorité des chirurgiens à l'époque se montraient intéressés par la réduction sanglante, prothétique des fractures de l'avant-bras, on a dit que le médecin avait le choix du mode opératoire et qu'il n'a pas exposé à son patient qu'il y avait plusieurs techniques. Et que, même s'il n'y a aucune critique contre l'exécution de l'opération, la Cour a dit que, en raison de l'aléa que présentait l'ostéosynthèse, il convenait que M. Tessier fût éclairé pour faire un choix. Donc vous voyez, on est en plein dans le vif du sujet de notre actualité, et la Cour dit qu'il y a là lien de causalité dont vous avez parlé entre la faute et le préjudice. Donc, on s'approche de ce qu'est la logique contractuelle qui va être parfaitement explicitée dans l'arrêt Mercier. Alors, l'arrêt Mercier, c'est 1936, et en 1936, il est explicité que entre un médecin et son patient se lie un contrat naturel, tacite, oral, qui n'a pas besoin d'être écrit, qui va de soi, qui entraîne des obligations aux deux parties, c'est ce qu'on appelle un contrat synallagmatique, et que dans ce contrat, il fait obligation aux praticiens de donner des soins, non pas quelconques, mais attentifs, vigilants et conformes aux données acquises de la science. Voilà le point essentiel et qui régit notre droit aujourd'hui. Conforme aux données acquises de la science, ça ne veut pas dire aux données actuelles de la science. Ça veut dire aux données acquises au moment des faits, ce qui est assez difficile à évaluer chaque fois. Alors, l'importance donnée à l'information va jouer sur la jurisprudence, mais de manière encore assez modérée entre l'arrêt Mercier 1936 et
à la fin de la guerre, 1945, où se crée en France la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est un événement sociétal considérable. On rentre un peu dans ce qu'on appelle la démocratie sanitaire. On donne à tous un accès aux soins, et pratiquement gratuit pour tout ce qui est des soins comme la chirurgie lourde. Et en même temps, il y a un nombre de procès qui existe, qui augmente, mais qui est relativement faible. Puis arrive l'explosion technologique, les 30 glorieuses, l'explosion technologique dans nos métiers qui fait que notre activité devient une prouesse quotidienne, les prothèses, les greffes, les transplantations. Je ne parle pas de la celluliochirurgie, de la robotique, de la télémédecine, de tout ce que nous vivons et de tout ce que nous avons vécu, et en même temps d'une presse qui amplifie, qui développe, et puis on est dans une sorte de société idéale. Voilà, vous entrez ce soir, je vous enlève le côlon et le pancréas demain matin, vous rentrez chez vous. Voilà, hein, on est dans cette ambiance, et à ce moment-là, il y a à ce moment-là une explosion. Et cette explosion, je la situe autour de 1992. C'est un peu le début de la cellio grand public, et c'est le début de la judiciarisation qui explose en France. Alors, en 1997, il y a ce qu'on appelle l'arrêt Edreul. L'arrêt Edreul, c'est l'inversion de la charge de la preuve. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il était acquis, depuis ces faits dont je vous ai parlé, dans le code de déontologie, il était acquis que le médecin devait à son patient une information. Mais que si le patient disait « je n'ai pas été informé des risques », il appartenait au patient de démontrer qu'il n'avait pas été informé des risques. Ça n'existe plus. À partir de l'arrêt Edreul, il appartient au médecin de prouver qu'il a parlé des risques. Et donc, à ce moment-là, comme a dit un juge du tribunal de Bobigny, à ce moment-là, il y avait une voie royale pour l'indemnisation, pour la solvabilité. Il suffisait de démontrer qu'on n'était pas informé d'un risque pour une intervention, une complication, une indemnisation. Voilà l'explosion, c'est autour de l'arrêt Edreul. Et je vous signale que nous, en cette année 1997, nous avons créé l'Association pour la prévention du risque opératoire, conscient du danger que courait notre profession, et cette association ayant pour but d'éduquer nos confrères en matière de prévention du risque et de leur assurer une défense faite d'équipes mixtes d'avocats spécialisés et de praticiens. Voilà. Avant ça, nous arrivons à la loi du 4 mars 2002. Là, j'ai eu un problème de diapo, donc elle n'est pas là, je vous l'expose. La loi du 4 mars 2002, que tout le monde connaît en France, on l'appelle la loi Kouchner, puisque c'était Kouchner qui était ministre de la Santé qui l'a animée. Alors, les dispositions de la loi Kouchner, c'est un système d'indemnisation des accidents médicaux non fautifs, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales. Alors, on va se focaliser sur les complications non fautives. Voilà, jusqu'à présent, comme vous l'avez rappelé, pour qu'il y ait indemnisation, il faut une faute caractérisée, un préjudice évalué, et entre les deux, un lien de causalité, direct, certain, exclusif. Or, il y a beaucoup de patients qui ont un préjudice évident, mais ou bien pas de faute, ou bien même s'il y a une faute, l'absence de lien de causalité. Ces patients, quelquefois dans un état et de santé et social pitoyable, ne pouvaient pas être indemnisés. La loi Kouchner a créé
les commissions de conciliation et d'indemnisation qui permettent, grâce à la création d'un office national d'indemnisation des accidents médicaux, ONIAM, d'indemniser un préjudice, à condition qu'il soit à un certain niveau, un préjudice d'importance, même s'il n'y avait pas eu faute. C'est par la mobilisation de fonds de la solidarité nationale, et c'est pour éviter que soient prononcés des jugements injustes vis-à-vis du chirurgien, mais qui seraient dictés par le compassionnel. Voilà. Alors, cette loi Kouchner, d'autre part, impute aux établissements de soins la responsabilité des infections nosocomiales ou infections associées aux soins, et elle confirme ce qu'avait dit l'arrêt Edreul: c'est à la charge du praticien de dire que l'information claire, loyale et complète a été donnée. Et enfin, le dernier arrêt, c'est en juin 2011, c'est un arrêt qui précise que le défaut d'information devient une faute autonome, qui est une faute à la dignité humaine et qui peut être condamnée à une amende importante, même s'il n'y a pas eu de préjudice. Je donne un exemple, c'est un petit peu absurde. On me dit, vous allez avoir cette petite intervention sous anesthésie locale. Je rentre à la clinique, on me fait cette petite intervention, non pas sous locale, mais sous une locale améliorée, une neuroleptanalgésie. Je sors guéri. Mais on ne m'a pas prévenu que c'était une sorte d'anesthésie générale. Et si j'étais mort pendant cette anesthésie générale? Mais je vais bien. Et si j'étais mort? Je porte plainte. Je n'ai pas eu l'information. C'est un délit. Je vais être indemnisé. Voilà où on en est. On est dans une zone extrêmement instable. Extrêmement instable. Voilà. Alors, il n'est plus question de tricher. On est dans une situation, là je parle toujours de céliochirurgie et j'évoque Saint-Sébastien qui est le patron des céliochirurgiens. Voilà, alors nous sommes avec les chirurgiens, mais je vais faire maintenant très très rapidement, je vais vous dire qu'est-ce que c'est que les fautes professionnelles en chirurgie. C'est premièrement la faute d'indication. On reprochera toujours une intervention inutile, surtout une indication non conforme aux critères d'inclusion émis par les sociétés savantes. On est dans la pleine actualité avec la chirurgie bariatrique. On opère IMC 40 ou 35 avec comorbidité avérée et documentée. Vous opérez une patiente qui a une IMC à 33, elle fait une complication, vous êtes fusillé. La faute d'information. Le patient doit connaître sa maladie, son évolution en l'absence de traitement, la stratégie thérapeutique proposée, les éventuels traitements alternatifs, les risques du traitement proposé, les risques graves, même exceptionnels. Par exemple, je vais vous faire une célio, vous pouvez avoir une embolie gazeuse. Mais enfin, moi j'en ai jamais vu d'embolie gazeuse, mes copains non plus. Mais ça existe, on sait que ça existe, ça doit être dit, ça doit être signalé. Les risques habituels à toute chirurgie, bien sûr, saignement, infection, les risques propres à la technique envisagée, les risques spécifiques à la céliochirurgie, etc. Alors le patient doit recevoir une fiche d'information et signer la reconnaissance de la délivrance de cette fiche. Maintenant, avec la Fédération de chirurgie viscérale et digestive, notre société, ASPRO, l'Association pour la prévention du risque, on a mis au point des fiches, intervention par intervention, qui sont disponibles sur le site de la FCVD et qu'on donne aux patients, qui doit dire « j'ai eu cette fiche d'information ». Ensuite, on leur fait signer un consentement éclairé à la stratégie thérapeutique proposée. Et puis, dans certaines pathologies, en particulier en chirurgie bariatrique, il est impératif de faire signer aussi un engagement de suivi.
C'est impératif. Donc, après la faute d'indication et la faute d'information, il y a la faute technique. Elle est relativement rare, mais il ressort de l'analyse d'un certain nombre de comptes rendus opératoires qu'il peut y avoir des fautes dues à une mauvaise utilisation des sources d'énergie en salle d'opération, des brûlures en paire opératoire, à une mauvaise utilisation des sutures mécaniques automatiques en salle d'opération, etc. Et puis, il y a toutes les fautes de la prise en charge des complications. Là, je ne m'étendrai pas, mais il y a des fautes en disant la complication n'a pas été prise en charge de façon suffisamment précoce, et d'autres fois on dira la complication n'a pas été prise en charge de manière suffisamment pertinente. Voilà. La jurisprudence a consacré l'imputabilité de certaines complications, l'oubli de compresse, le bris dentaire en matière d'anesthésie, etc. À tout cela s'ajoute bien sûr la faute que représente le non-respect du secret médical. Alors, en 2 mots, aujourd'hui, le médecin peut être assigné, vous l'avez dit, au pénal, en référé expertise devant un tribunal de grande instance, et on peut simplement demander à une commission régionale de conciliation et d'indemnisation une indemnisation. C'est une procédure non judiciaire, mais qui implique quand même une expertise. Alors, l'expertise, c'est quelque chose qui se déroule avec des experts judiciaires dans le respect du contradictoire, et à la demande du magistrat, l'expert va savoir et va dire au magistrat si l'indication était bonne, si l'information a été donnée, si la technique était bien choisie, si le malade a été suivi comme il faut. Aujourd'hui, 1 fois sur 2, l'information est encore jugée insuffisante. Et dans 20% des cas, on estime qu'elle n'existe pas. La sinistralité diminue un peu chez les radiologues et les anesthésistes, elle augmente chez les chirurgiens. Et je vais juste vous dire quelques mots, quelques chiffres. Les niveaux des montants d'indemnisation aujourd'hui. Plaie de la voie biliaire principale, 410 000 €. Hypoxie avec séquelles neurologiques importantes pour une chirurgie bénigne, 500 000 €. Lésion du médian au cours d'une intervention bénigne qui n'avait aucun rapport avec les nerfs, donc un étirement, voilà. 620 000 €. Paraplégie après hernie discale, défaut d'information, 1 450 000 €. Cécité après chirurgie d'une sinusite bilatérale. Cécité. 1 900 000 €. Hémiplégie après chirurgie carotidienne chez un homme de 59 ans. 2 440 000 €. Tétraplégie après chirurgie du rachis chez un homme de 53 ans. 2 640 000 €. Et compression du trijumeau par injection d'acide hyaluronique dans la région temporale, la chirurgie esthétique, 2 960 000 €. Auprès de l'un de nos assurés qui travaillait à Londres, et Londres est encore plus sévère que Paris. Voilà. Alors aujourd'hui, quand un jeune chirurgien s'installe, il faut qu'il ait une assurance. Eh bien, c'est plus le sou médical, c'est pas 1 sou par jour. C'est entre 15 000 et 35 000 € à payer tout de suite avant d'avoir vu son premier malade. Voilà. Alors, bon, on a passé un petit peu en revue divers aspects de cette historique de la responsabilité médicale en France. Elle est en pleine évolution. Nous sommes devant une situation qui, je vous ai dit, les données acquises de la science. Aujourd'hui, notre génération qui a inventé la celluliochirurgie n'inventerait pas la celluliochirurgie, car on serait tous en prison. Je vous remercie.